Voici un récit créé pour la chaîne YouTube. Miłość w blasku świec. Le jour n'avait pas encore quitté les vitres hautes de l'orangerie. Une lumière pâle glissait sur les feuilles brillantes des orangers en caisse, sur les pots de géranium rangés avec soin, sur la table de pierre où traînait un sécateur, un livre de prière et une tasse de porcelaine refroidie. Isobel Val se tenait devant la vasque de cuivre que l'on n'allumait d'ordinaire que pour les tailles sèches et les papiers sans importance. Elle tenait à deux mains une liasse nouée d'un ruban bleu fané. Le ruban tremblait entre ses doigts. Elle le défaisait comme si ce geste ordinaire demandait plus de courage qu'elle n'en avait jamais montré. Le premier feuillet s'ouvrit comme une blessure ancienne. L'encre pâlit au bord, laissait encore voir la main assurée qui avait écrit son nom. Miss Vale. Elle ne lut pas la suite. Elle approcha le papier de la flamme. Le bord se recroquevilla, noirci, s'embrassa. Une odeur de cire, de charbon et de papier brûlé monta d'un coup. Elle en jeta un second, puis un troisième, avec une hâte qui n'avait rien de triomphal. Chaque lettre se tordait une seconde avant de devenir cendre. Isobel ne pleura pas. Elle serra seulement la mâchoire, comme si cette résistance pouvait empêcher la honte de lui monter au visage. Derrière elle, une voix très calme dit « Vous brûlez ces lettres comme on enterre un mort sans prêtre. » Elle se retourna si brusquement que le bord de sa manche frôla le cuivre chaud. Le marquis de Harbury se tenait à l'entrée de l'orangerie, un gant à la main, l'autre encore passé dans le revers sombre de son manteau. Il n'avait pas l'air surpris de la trouver là. « Monsieur, dit-elle en se redressant, je ne savais pas que l'orangerie était ouverte à cette heure. »« Elle ne l'est pas, répondit-il. J'ai demandé qu'on me laisse entrer avant le déjeuner. Je n'imaginais pas y trouver une scène aussi sérieuse. » Le sang lui monta aux joues. Dans la vasque, les dernières feuilles s'écrasaient en lambeaux noirs. Elle fit un pas pour se placer entre lui et le feu, sans savoir si elle voulait cacher les cendres ou simplement se donner une contenance. « Je vous assure que ce n'est rien qui vous regarde. »« Je n'en doute pas, » dit-il avec une douceur qui n'avait rien de moqueur. Il était grand, immobile, avec ce visage réservé qu'on disait sévère, sans savoir si la sévérité venait de l'orgueil ou du devoir. Sous la lumière grise, ses traits paraissaient encore plus nets, comme taillés dans une matière qui refusait la complaisance. Il s'avança d'un pas. « Le feu a l'avantage d'être sincère, » dit-il. « Il dit toujours quand on jette quelque chose qui nous a coûté. » La phrase la blessa parce qu'elle était juste. Elle voulut répondre vivement, mais la gorge lui manqua. Un instant, elle regarda la table de pierre où demeurait le petit tas de cendres. Parmi elles apparaissaient des coins de papier noirci, une boucle de ruban, un morceau de cire bleuie. Il y avait là, réduite à presque rien, la preuve entière de son humiliation. « Vous n'avez pas le droit de m'observer ainsi, » dit-elle enfin. « Je ne vous observe pas, mademoiselle Val. Je vous ai entendu brûler quelque chose en silence. C'est différent. » Un petit bruit de feuilles qui se détachait d'une branche résonna presque comme une parole. Isobel respira plus fort. Elle avait juré, en entrant ici, que personne ne verrait son trouble. Elle avait choisi l'aube pour cette raison même. Mais le marquis se trouvait là, et le feu avait déjà fait son œuvre. « Vous pouvez partir, dit-elle. J'en ai fini. »« Pas tout à fait. » Il s'approcha de la vasque, avec une prudence qu'on prend devant un objet sacré ou dangereux. Il ramassa d'un doigt ganté un fragment à demi consumé, le regarda sans le retourner vers elle. « Ce seau, dit-il doucement, appartenait à un homme qui s'autorise trop. » Isobel se figea. Il n'avait pas besoin de la regarder pour sentir qu'elle l'entendait. La petite fierté qu'elle gardait vacilla. Comment pouvait-il savoir? Les lettres n'étaient déjà plus que poussière, et pourtant lui distinguait encore quelque chose dans cette ruine. « Vous n'avez pas à lire davantage, » dit-elle. « Je n'ai pas lu davantage, j'ai seulement vu assez. Le nom du signet, l'encre lourde, et surtout la manière dont vous les brûlez. » Il releva enfin les yeux vers elle. « On ne brûle pas ce qui nous est indifférent. » Le cœur d'Isobel donna un coup sec, douloureux. Elle avait tant travaillé à paraître indifférente, tant répété, qu'elle ne devait plus rien ressentir. Et voilà qu'en 3 mots, il mettait à nu tout ce qu'elle avait voulu ensevelir. « Vous vous trompez.
répondit-elle avec une hardiesse qu'elle ne sentait plus. « Je brûle ce qui n'a plus de place ici. Alors je ne vous demanderai pas lequel de nous deux vous a fait cette place trop étroite. » Elle le fixa, saisie malgré elle. Il parlait bas, sans accusation, mais avec une gravité qui lui ôtait sa colère. La porte vitrée s'ouvrit derrière eux avec un léger grincement. Madame Shaw, la gouvernante, parut sur le seuil, un grand châle sur le bras et un trousseau de claies à la main. Son regard glissa de la vasque fumante au visage de sa maîtresse, puis au marquis, et il devint aussitôt impénétrable. « Ah, dit-elle, je vois que monsieur le marquis s'est déjà mis à l'œuvre. » Isobel sentit l'embarras lui revenir d'un seul coup, plus vif parce qu'il était vu. Mrs. Shaw, pourtant, n'avait rien de jugeant, seulement cette vigilance qui reconnaissait d'emblée ce qu'il fallait contenir. « J'allais faire retirer les cendres, dit-elle. « Je m'en occuperai, répondit Arbery. Il avait déjà reposé le fragment brûlé sur le rebord de cuivre. Madame Shaw leva un sourcil à peine visible. « C'est fort obligeant, monsieur. C'est seulement utile. » Il prit les pincettes posées près du foyer et rabattit les derniers restes de papier, les rassemblant en un petit tas net. Le geste n'avait rien d'intime, et pourtant cette attention si mesurée la troubla plus qu'elle ne l'aurait admis. Un homme qui aurait voulu l'humilier n'aurait pas pris cette peine. Quand il eut fini, il se redressa. « Je ne vous demanderai rien ce matin, mais si cet homme revient à vous importuner, je souhaite que vous me le disiez. » La formule était si simple qu'elle aurait pu paraître froide. Elle ne le fut pas. C'était un engagement offert sans pression. Isobel sentit son orgueil se dresser contre l'élan plus fragile qui l'effleurait. Elle n'aimait pas avoir besoin d'aide. Elle aimait encore moins devoir reconnaître qu'Arbury avait vu en quelques instants ce que d'autres n'avaient jamais pris la peine de remarquer. « Et pourquoi vous le dirais-je » Ces mots sortirent plus secs qu'elle ne l'aurait voulu. Il soutint son regard sans se troubler. « Parce que je sais déjà que vous avez fait ce matin quelque chose de difficile. Parce que je sais aussi que vous avez voulu le faire seul. Cela me paraît une raison suffisante pour ne pas ajouter à votre gêne. » Cette réponse la désarma presque entièrement. Mrs. Shaw s'éclaircit la gorge avec tact. « Miss Vale, si vous le voulez bien, le thé sera prêt dans un quart d'heure. » Isobel acquiesça sans la regarder. Arbery remit son gant, inclina la tête, puis ajouta d'une voix plus basse. « Les cendres ne disent pas tout, mais elles disent assez pour qu'un homme prudent devienne attentif. » Avant qu'elle ait trouvé quoi répondre, il se retira de l'orangerie, laissant derrière lui l'odeur du feu et une inquiétude nouvelle, plus grave que la honte qu'elle croyait avoir jetée au brasier. Isobel resta immobile un instant, les mains froides malgré la chaleur du foyer. Elle comprit alors, avec une netteté presque cruelle, qu'il ne la regardait plus comme une simple connaissance de la maison. Il avait vu le feu, il avait compris qu'elle avait brûlé des lettres d'amour. Et désormais, pour la première fois de sa vie, elle ne savait plus si elle devait craindre sa discrétion ou l'espérer. Le petit déjeuner fut servi plus tard qu'à l'ordinaire, comme si la maison hésitait encore à retrouver sa voie après ce qui s'était passé à l'orangerie. Isobel entra dans la salle à manger avec, sur les épaules, le souvenir du feu. La grande table ovale brillait sous l'argenterie. Son père, Sir Alastair, était déjà assis au bout, un morceau de pain à la main sans y toucher. Mrs. Shaw se tenait près du buffet, sous prétexte de surveiller le service, mais Isobel savait bien qu'elle surveillait surtout les visages. Sir Alastair leva les yeux à son entrée. « Vous avez mauvaise mine, ma chère. J'ai simplement peu dormi. Ce n'est pas tout à fait la même chose. » Savoir avait cette prudence maladroite qu'il prenait quand il voulait être tendre sans savoir comment s'y prendre. Elle s'assit en silence. Une tasse de thé fut versée. L'odeur chaude du pain grillé lui parvint avec une étrangeté presque douloureuse, comme si la vie ordinaire persistait avec une indifférence choquante. Son père but une gorgée, posa sa tasse, puis dit « Le marquis de Arbery a demandé à me voir ce matin. » Isobel releva la tête si vivement que la porcelaine tinta contre la soucoupe. « À vous voir ? Oui ? Il a fait porter sa carte avant le lever du soleil. » Mrs. Shaw baissa légèrement les yeux, mais Isobel aperçut le pli discret de sa bouche. « Il m'a l'air d'un homme fort méthodique, » poursuivit Sir Alastair avec embarras.
Quand un homme de cette sorte se dérange pour venir jusqu'ici, il faut présumer qu'il a quelque chose en tête. Vous n'allez pas le laisser venir pour parler de moi comme d'un dossier, j'espère, dit Isobel. Son père fit un geste un peu gauche. Ne soyez pas piquante, ma chère. Je ne vous décris pas un dossier. Je vous décris une démarche. Une démarche bien commode, ajouta Mrs. Shaw d'un ton égal. Isobel tourna vers elle un regard incrédule. Le voisinage a vu le marquis entrer hier chez nous à une heure où personne n'était censé le recevoir, dit la gouvernante. Les gens parleront. S'il vient aujourd'hui en plein jour, comme il convient, cela retiendra au moins les langues les plus promptes. Le mot tomba net. Isobel posa sa cuillère. Vous voulez donc qu'on l'invite pour éteindre une rumeur née d'un malentendu? Je veux, répondit son père avec lassitude, que le nom d'une jeune fille soit aussi solidement préservé que possible. Elle sentit le sang lui monter au visage. Mon nom n'a rien à voir là-dedans. Sœur Alastair la regarda un instant, puis détourna les yeux vers la fenêtre. Peut-être, mais votre tranquillité, si. On entendait, au loin, le froissement des seaux dans l'office, le cliquetis d'une assiette. Isobel prit un morceau de pain qu'elle ne mangea pas. « Qui donc a parlé » demanda-t-elle enfin. « Une femme de chambre de la maison des Latham a vu le marquis dans l'allée, » dit Mrs. Shaw. « Elle a aussi vu ce qui est plus fâcheux. Un certain visiteur de la semaine passée attendre près du portail hier après-midi. Julian. Même absent, il trouvait encore le moyen de peser sur l'air. « Il ne s'agit de rien, » dit-elle, plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. Mrs. Shaw la regarda avec une douceur inflexible. Les gens qui veulent faire croire qu'il ne s'agit de rien sont souvent ceux qui ont le plus à perdre. Sœur Alastair se racla la gorge. Le marquis m'a parlé avec beaucoup de correction. Il a fait comprendre qu'il pouvait, s'il le fallait, faire une visite officielle cet après-midi. Une simple présentation, rien de plus. Il semble trouver naturel de se montrer attentif. Le mot tomba entre eux avec une retenue presque comique. Isobel se redressa. Attentif à quoi? Son père chercha la réponse dans sa tasse. À vous, naturellement. Elle eut un rire bref sans joie. Voilà donc où nous en sommes. On m'offre comme sujet d'attention convenable pour calmer des commères. Non, dit sœur Alastair, un peu plus vivement qu'il ne l'aurait voulu. On vous offre une protection honnête. Ce marquis est un homme d'honneur, Isobel, vous le savez. Elle savait surtout qu'il l'avait vu brûler des lettres, et cette pensée la troubla plus que la mise en garde de son père. « Je ne souhaite pas être protégée de tout, » dit-elle plus bas. « Personne n'a dit cela, » répondit Madame Shaw. « Mais vous devez admettre que certaines protections sont moins humiliantes que d'autres. » Isobel allait répondre quand le valet frappa à la porte et remit une carte sur un plateau. Sœur Alastair la prit, lut le nom, puis se leva presque aussitôt. C'est lui. Le cœur d'Isobel eut un mouvement étrange, qu'elle se reprocha aussitôt. Le marquis fut introduit 1 minute plus tard. Dans la lumière claire du matin, il paraissait plus grand, plus réservé encore que la veille. Il s'inclina d'abord devant sœur Alastair, puis devant Mrs. Shaw, avec cette précision qui donnait à chacun de ses gestes un poids réfléchi. Quand ses yeux rencontrèrent ceux d'Isobel, elle sentit un frisson de souvenir lui traverser la peau. « Monsieur de Harbury, » dit son père, avec ce mélange de raideur et d'empressement qu'ont les hommes honnêtes lorsqu'ils veulent bien faire. « Je vous remercie d'être venu si promptement. »« C'est moi qui vous remercie de me recevoir, » répondit le marquis. « J'avais l'espoir que ma visite ne serait pas importune. » Il parlait avec une simplicité si nette qu'Isobel en fut presque déconcertée. Son père lui offrit le fauteuil près de la cheminée. Harbury refusa d'un léger geste et resta debout. « J'ai demandé à venir ce matin, dit-il, parce qu'il est inutile de laisser grandir des impressions vagues. Elles deviennent vite plus dangereuses que les faits. » Mrs. Shaw fit semblant de s'occuper des tasses, mais n'en perdit pas une syllabe. Sœur Alastair acquiesça avec un soulagement grave. « Fort juste. »« Et quels sont les faits ?» demanda Isobel. Harbury tourna les yeux vers elle avec la même patience sombre qu'à l'orangerie. « Le premier est que votre réputation mérite mieux que le hasard. Le second est que la mienne n'a jamais souffert d'être vue dans des circonstances claires.
Son père hocha de nouveau la tête. Isobel sentit une chaleur étrange lui gagner la poitrine. Il ne parlait pas d'elle comme d'un poids à déplacer. Il parlait de ce qu'ils avaient fait, ensemble, comme d'une chose qu'il fallait tenir droite. « Vous avez donc l'intention de faire de moi une circonstance claire ?» dit-elle. Le marquis ne sourit pas, mais son regard changea légèrement. « J'ai l'intention, mademoiselle Val, de ne pas vous laisser seule aux interprétations. » Sœur Alastair se racla de nouveau la gorge. Le marquis a proposé, si cela ne vous offense pas, de prendre le thé ici demain avec quelques personnes choisies. Rien d'un banquet. Une visite convenable. Il estime qu'une compagnie visible sera plus utile qu'un silence mal compris. Isobel comprit alors ce qui se formait sous leurs mots prudents. Son père n'était pas seulement soucieux de sa sécurité. Il la plaçait, sans tout dire, à l'abri d'un homme dont la visite pouvait réécrire ce qu'on racontait d'elle. Et Harbury, lui, acceptait d'entrer dans cette logique sans la dégrader. Elle posa les doigts à plat sur la table pour empêcher les siens de trembler. « Vous avez donc tous deux déjà décidé pour moi ?»« Non, » répondit Harbury aussitôt. « Seulement pour la maison. Il vous reste votre liberté. » Le contraste la frappa. Tant d'hommes auraient prétendu la défendre en lui ôtant le choix. Lui, au contraire, le lui rendait au moment même où tout le monde semblait vouloir le lui retirer. Mrs. Shaw referma discrètement la clochette de service. « Miss Vale pourra toujours refuser la visite, » dit-elle. « Mais il serait plus habile de l'accepter. » Isobel regarda tour à tour son père, la gouvernante, puis le marquis. À la lueur de la cheminée, son visage demeurait impassible, mais ses mains gantées étaient très calmes. Elle comprit soudain que sa solitude de la veille n'existait plus tout à fait. Il y avait maintenant des regards, une visite annoncée, une maison qui s'ordonnait autour d'elle et d'un nom qu'elle avait voulu oublier. « Très bien, » dit-elle enfin, « qu'on prenne le thé demain. » Son père expira comme s'il retenait son souffle depuis un quart d'heure. Harbury inclina la tête. « Je vous remercie. » Mais au lieu de reprendre congé aussitôt, il s'avança d'un pas et d'une voix assez basse pour n'être entendu que d'elle, ajouta « Je ne voulais pas qu'on vous parle d'avenir sans vous y associer. » Elle ne répondit rien. Pourtant, lorsqu'il se retira avec la même courtoisie sévère qu'à son arrivée, elle savait que quelque chose venait de changer. La maison entière attendait désormais sa réponse, et le marquis de Harbury ne lui tournait plus seulement autour comme un témoin des cendres, mais comme un homme qu'on plaçait déjà au seuil de sa vie. Le lendemain, à 4 heures, le salon bleu de Madame Val était arrangé avec une précision presque militaire. Les fleurs fraîches embaumaient trop fort, comme pour masquer une inquiétude qu'on ne nommait pas. La théière d'argent brillait sur la table basse, 2 tasses de porcelaine fine attendaient, puis une troisième, puis une quatrième, car Mrs. Shaw avait jugé prudent de faire entrer, dans ce qui devait passer pour une visite ordinaire, un petit nombre de témoins de plus. Isobel, assise près de la fenêtre, tenait son ouvrage sans le voir. Sa mère n'était plus là depuis longtemps pour recevoir, et ce vide donnait à la maison un silence vulnérable, comme si chaque conversation devait désormais tenir sa place. Madame Latham, la voisine, arriva la première, drapée dans une soie vert sombre qui craquait légèrement lorsqu'elle se tournait. Elle avait cette politesse acérée des femmes, qui se disent simples et n'oublient jamais qu'elles sont regardées. Elle avait déjà demandé 2 fois si la campagne était délicieuse en cette saison, et 2 fois s'Isobel avait répondu avec une douceur si exacte qu'elle en devenait presque insolente. Le marquis de Harbury entra à l'heure juste, comme s'il refusait les hésitations. Il salua Madame Latham d'abord, puis Isobel, puis Mrs. Shaw, avec un respect qui fit lever un sourcil à la vieille voisine. Sir Alastair, soulagé d'avoir enfin un homme dont la présence donnait une forme à la journée, s'installa raide mais aimable dans le fauteuil près de la cheminée. Madame Shaw versa le thé. Au début, tout se déroula avec cette lenteur bien élevée qui permet aux gens de s'examiner sans le paraître. Madame Latham parla d'un jardin d'hiver à Reading, d'un pasteur trop jeune, d'un cousin que la goutte avait repris. Sir Alastair répondit par des formules prudentes. Isobel gardait un sourire correct. Harbury, lui, laissait les autres parler, n'ajoutant qu'un mot juste,
Une remarque brève, un sourire retenu. Puis Madame Latham, qui semblait avoir décidé d'aiguiser la conversation, déposa sa tasse avec un petit cliquetis. « Il est remarquable, dit-elle, que la maison de M. Val reçoive tant d'attention ces jours-ci. D'abord une visite si matinale du marquis, hier, puis un thé si soigneusement préparé aujourd'hui. On dirait presque que quelque chose d'important se prépare. » Isobel sentit la pièce se resserrer. Son père remua dans son fauteuil. Madame Shaw s'immobilisa une seconde. Madame Latham poursuivit avec un sourire à demi caché. Les jeunes filles ont parfois des secrets fort romanesques sans le savoir elles-mêmes. N'est-ce pas, Miss Val? Le silence tomba, net. Isobel baissa les yeux vers son ouvrage. Le fil glissa entre ses doigts. Si elle parlait, elle donnait prise. Si elle se taisait, l'allusion restait suspendue comme une accusation. Madame Latham inclina légèrement la tête, satisfaite de sa pointe. « J'ai entendu dire que les lettres ont un étrange pouvoir sur certaines natures. On les garde, on les relit, on les brûle parfois, sous l'effet de l'émotion. Cela met une maison en agitation. » Le mot frappa la pièce comme une étincelle. Isobel releva le menton. « Les gens qui aiment parler de lettres, madame, devraient peut-être être plus prudents lorsqu'ils n'en connaissent ni le contenu, ni le destinataire. » Madame Latham ouvrit à peine les yeux, surprise qu'on lui répondit. « Ma chère enfant, je n'ai voulu offenser personne. »« Alors vous avez parlé un peu vite, » dit Isobel. Le marquis posa sa tasse avec une lenteur qui fit lever les regards. « Madame Latham, dit-il d'une voix égale, si les lettres vous intéressent, je puis vous rassurer sur un point. Les miennes n'ont rien qui puisse nourrir la curiosité du voisinage. Je les écris rarement, et toujours pour être compris sans scandale. » Sa courtoisie rendait la remarque plus sèche encore. Madame Shaw étouffa un sourire. Madame Latham se raidit. « Je ne parlais pas de vos lettres, monsieur. »« J'en suis navré, » répondit-il. « J'avais cru qu'un sujet si délicat méritait de la précision. » Sir Alastair tout sauta dans sa main. Isobel ne pouvait s'empêcher de regarder Harbury. Il venait de prendre sur lui l'attention de la pièce entière. Madame Latham, déjouée, ne savait plus si elle avait été corrigée ou protégée. Piquée, elle se redressa. « Il est fort généreux de votre part de répondre ainsi, monsieur. Certains hommes, au contraire, aiment laisser les jeunes filles se défendre seules. » Une seconde de trop passa. Le marquis tourna vers elle un regard calme. « Alors ces hommes doivent être bien peu dignes de l'estime des dames. » Le silence qui suivit eut quelque chose de public. Madame Latham rougit à peine, juste assez pour qu'Isobel sente la victoire lui monter au cœur. Mais la voisine n'en avait pas fini. Elle pinça les lèvres puis se tourna vers Sir Alastair avec cette amabilité qui sert souvent d'arme. « Votre fille aura bientôt besoin d'une compagnie plus choisie, j'imagine. Les jeunes femmes qui reçoivent autant d'attention devraient veiller à n'être point compromises par des visiteurs trop assidus. » Isobel se tendit. L'allusion était claire, et elle sentait derrière elle la veille, le marquis, et l'homme qu'elle refusait même de nommer devant eux. Harbury répondit avant elle. « Je suis précisément venu aujourd'hui pour épargner à mademoiselle Val ce genre de lecture malveillante. Certaines visites peuvent être mal comprises. Voilà pourquoi je l'ai fait en plein jour. » Un frémissement courut dans la pièce. Madame Latham regarda Isobel, puis Harbury, puis Sir Alastair, et comprit vite qu'elle venait de perdre l'avantage. Le marquis ne s'arrêta pourtant pas là. Il se tourna vers Isobel avec une gravité tranquille. « Mademoiselle Vale, si vous le permettez, je serais honoré de vous présenter demain à ma tante, Lady Harbury. Elle a l'esprit trop fin pour les commérages et assez de caractère pour n'en rien souffrir. » Madame Latham fixa aussitôt la jeune fille. Une présentation à Lady Harbury n'était pas une politesse ordinaire, c'était un geste. Une main tendue devant témoin. Un refus net de laisser les noms flotter séparément dans les conversations. Isobel sentit son cœur battre plus vite. Il ne se contentait plus de la défendre. Il l'introduisait dans sa famille, dans sa maison, dans la place qu'il occupait déjà, si naturellement. Devant tous. Son père parut à la fois soulagé et inquiet. « C'est une attention fort délicate, monsieur. C'est une nécessité. »
répondit Arbery simplement. Madame Latham se leva, sa cuillère tintant contre la soucoupe. « Je crois, dit-elle avec un sourire trop net, que ma visite vous a été utile à tous. Je n'abuserai pas davantage de votre hospitalité. » Elle s'inclina et son regard glissa sur Isobel, avec un mélange de curiosité et de dépit. Lorsqu'elle fut sortie, la pièce sembla enfin retrouver l'air qui lui manquait. Sir Alastair s'appuya contre le dossier de son fauteuil. « Eh bien, murmura-t-il, cela n'est pas passé inaperçu. » Mrs. Shaw emporta discrètement la théière vide. Isobel, elle, ne quittait pas Arbery des yeux. Il avait repris sa tasse comme si de rien n'était, mais sa main était restée un peu trop longtemps sur la porcelaine. Il avait pesé chaque mot, pour elle, devant les autres, sans se ménager. Quand le salon se fut un peu calmé, il se leva pour prendre congé. Isobel l'accompagna jusqu'au seuil, avec ce pas mesuré que commande encore la bienséance. « Vous n'aviez pas besoin d'aller si loin, » dit-elle à voix basse. Il la regarda sans sourire. « Si. Vous vous exposez à des conjectures. » Elles existaient déjà. Elle eut un petit mouvement de tête, comme si elle refusait d'admettre sa justesse. « Et si Madame Latham parle ?»« Elle parlera, dit-il, mais elle devra désormais parler de vous, en même temps que de moi. » Il la laissa là, courtois jusqu'au bout, et descendit l'allée sous les yeux de la fenêtre. Isobel resta immobile longtemps après son départ. Elle comprenait très bien ce qu'il avait fait. En répondant à la voisine, il n'avait pas seulement sauvé le calme de l'instant. Il l'avait lié à son nom d'une manière qu'on ne pourrait plus effacer d'un sourire ou d'un démenti. Et plus troublant encore, il avait choisi de le faire sans la prévenir, comme s'il avait déjà décidé que la place qu'il lui destinait devait être rendue visible. Isobel le trouva dans la bibliothèque, debout près de la fenêtre ouverte sur le jardin, un livre refermé dans une main, l'autre derrière le dos, comme s'il eût été surpris au milieu d'une pensée qu'il ne souhaitait pas offrir. La pièce était longue, silencieuse, chargée d'odeurs de cuir, de cire et de papier ancien. Le feu du matin n'y entrait pas. Il y régnait une fraîcheur grave qui semblait faite pour les décisions. Elle s'arrêta sur le seuil, encore tendue par ce qu'elle avait résolu de lui dire. « Monsieur le marquis !» Il se retourna aussitôt. « Mademoiselle Val !» La politesse de son ton ne calma rien. Elle entra. « Je viens vous demander, dit-elle, si vous vous amusez à lire les cendres des autres avec la même facilité que vous corrigez les commérages de Madame Latham. » Il referma tout à fait le livre. « Si je m'étais amusé, vous me trouveriez moins digne de confiance. Je n'ai pas dit que je vous faisais confiance. »« Non, répondit-il, mais vous êtes venu quand même. » Elle s'arrêta devant la grande table chargée d'atlas et de recueils de poésie, si près de lui qu'elle pouvait voir la ligne sombre de ses cils quand il baissait les yeux. « Vous avez parlé hier comme si vous saviez tout, dit-elle. Vous avez vu ce que je brûlais. Vous avez deviné qui l'avait écrit. Je veux savoir jusqu'où va votre assurance. » Il soutint son regard sans détour. « Elle s'arrête là où commence votre secret. Ce n'est pas une réponse, c'en est une honnête. » Elle serra les mains l'une contre l'autre pour empêcher leur tremblement. « Vous êtes insupportablement calme. Et vous, mademoiselle, très courageuse pour quelqu'un qui vient me reprocher mon silence. » Elle eut un mouvement d'agacement, puis, malgré elle, un presque sourire. Il disparut aussitôt. « Je n'aurais pas dû vous trouver dans l'orangerie, dit-il plus bas. J'en conviens. Vous convenez de bien des choses sans jamais les rendre plus simples. La simplicité n'a jamais été mon plus grand talent. » Ce fut plus doux qu'une excuse. Elle le sentit comme on sent une main qui se pose à bonne distance pour ne pas effrayer. Isobel se détourna un instant vers la fenêtre. En bas, un jardinier portait un arrosoir le long des bordures. Le monde, lui, continuait avec sa componction obstinée. « Qui vous a parlé de lui ?» demanda-t-elle enfin. « Personne. » Elle se retourna vivement. « Alors, vous avez vraiment lu davantage que vous ne le prétendiez. » J'ai reconnu le sceau. Le silence qui suivit fut si net qu'elle entendit le froissement d'une page dans l'angle de la bibliothèque. Quel sceau? Celui de M. Julian Ashcroft. Le nom tomba entre eux comme une pièce de métal. Isobel blanchit à peine, mais son regard changea. Vous le connaissez, de réputation.
et de vue. Suffisamment pour savoir qu'un homme qui écrit avec tant d'assurance et si peu de retenue se croit souvent autorisé à revenir quand il lui plaît. La colère monta d'un coup, vive, humiliée, ancienne. Vous n'avez aucun droit de parler de lui. J'en ai assez pour comprendre pourquoi vous avez préféré le feu aux explications. Vous ne comprenez rien. Peut-être pas tout, mais assez pour voir qu'il vous a fait attendre quelque chose qu'il ne vous devait pas. Elle tressaillit. C'était dit sans cruauté, mais avec une justesse qui la désarmait. Elle avait envie de nier, de le chasser de cette vérité. Pourtant, les mots restaient en travers de sa gorge. Il était très habile, dit-elle enfin, très attentif au début. Arbery ne bougea pas. Et ensuite, il a trouvé plus utile de parler en promesse qu'en acte. Ce fut la première fois qu'elle parlait ainsi à voix haute. Sa voix n'était pas faible. Elle en fut presque surprise. Le marquis inclina légèrement la tête, comme s'il recevait enfin un fait qui confirmait ses soupçons. Alors j'avais raison de penser que les cendres n'étaient pas un caprice. Elle leva les yeux, piquée. Avez-vous l'habitude de tirer autant de conclusions de peu de choses? Seulement quand cela concerne votre sécurité. Le mot la toucha malgré elle. Elle s'appuya à la table pour garder sa contenance. Et que comptez-vous faire de cette connaissance, monsieur le marquis? Me plaindre? En parler à mon père? Faire fermer les portes de la maison à un homme que vous jugez indigne? Sa voix s'était faite plus vive au dernier mot. Il l'accepta sans broncher. Je compte surtout vous demander ce que vous souhaitez. Elle resta muette. Si vous voulez qu'il soit reçu, je ne dirai rien. Vous ne me croyez donc pas capable de décider seul. Je vous crois trop capable de décider seul, dit-il. C'est précisément ce qui me rend prudent. Un rire bref lui échappa, sans joie ni humeur, et pourtant plus vivant que sa colère. Voilà qui est charmant. Ce n'est pas le but. Il se rapprocha à peine, juste assez pour que sa voix tombe plus bas. S'il revient, je ne permettrai pas qu'il vous mette dans l'embarras. Vous ne pouvez pas empêcher toutes les mauvaises langues. Non, mais je peux choisir d'être à côté de vous quand elles parleront. Cela la fit taire davantage que la colère. Il n'y avait là ni grand discours, ni serment fastueux, seulement une proposition si ferme qu'elle en devenait presque dangereuse. Isobel baissa les yeux vers ses propres mains. « Et si je ne veux pas de votre protection? Alors je m'inclinerai, dit-il. Mais je ne croirais pas que vous la refusez par indifférence. » Elle releva les yeux. « Vous me rendez impossible de rester fâché longtemps. Je m'efforce d'être utile. » Ce trait d'humour, si discret, lui échappa comme un soulagement. Elle y répondit malgré elle par un souffle qui ressemblait presque à un rire. Il s'en aperçut. Son expression demeura contenue, mais quelque chose de plus doux passa dans son regard, rapide et net. Au même instant, des pas retentirent dans le corridor, madame. Shaw parut à la porte, tenant entre ses doigts un pli scellé. « Je suis navrée d'interrompre, dit-elle, mais cela vient d'être apporté. » Isobel prit l'enveloppe. Elle n'eut pas besoin de lire le nom pour sentir sa main se refroidir. Le marquis, lui, regarda le sceau d'un œil bref, puis reporta son attention sur elle. « C'est de lui, dit-elle à voix basse. Je le vois. » Elle ne cassa pas le cachet tout de suite. Elle le tint simplement contre sa paume, comme si le carton lui brûlait déjà la peau. « S'il écrit, murmura-t-elle, c'est qu'il sait où je suis. »« Alors il apprend à qui il aura affaire, » répondit Arbery. Son ton n'avait pas changé, mais la bibliothèque semblait soudain moins sûre, la matinée plus étroite, et la présence du marquis plus nécessaire qu'elle ne l'aurait voulu. Isobel regarda l'enveloppe, puis lui. « Si je l'ouvre, dit-elle, vous resterez. » « Oui. » Et cette fois, au lieu de le chasser, elle hocha la tête. Le déjeuner chez les Latham fut servi dans une salle à manger trop lumineuse pour le confort d'Isobel. Les grands rideaux de mousseline laissaient entrer un soleil un peu dur sur les tapis orientaux et les coupes de fruits. Et tout paraissait plus net qu'il ne l'aurait fallu à des gens qui souhaitaient garder leurs pensées à l'abri. Sa robe de mousseline grise, perle lui semblait soudain trop légère pour la journée qu'on annonçait simplement aimable. Elle avait accepté la visite parce que son père l'avait jugée convenable, parce que Mrs. Shaw avait dit qu'on ne pouvait pas fuir éternellement les voisines, et parce que le marquis de Harbury avait jugé avec cette gravité insupportablement calme
qu'il serait bon qu'elle ne sorte pas seule. Cette dernière raison, Isobel s'en était défiée pendant tout le trajet. Elle s'en défiait encore lorsqu'elle prit place entre son père et une cousine de Madame Latham, qui parlait des cerfs avec une exubérance meurtrie par l'ennui. Harbury était assis en face d'elle, trop maître de lui pour qu'on pût deviner s'il s'amusait ou s'il se tenait en observation. Il ne la regardait pas sans cesse, et pourtant elle sentait, à certains moments, qu'il la suivait comme on suit une note qu'on a peur de perdre. Madame Latham venait d'achever un compliment sur la saison lorsque la porte s'ouvrit de nouveau. « Monsieur Julian Ashcroft » annonça le domestique. Le nom traversa la pièce avant même que l'homme paraisse. Isobel sentit tout son sang se porter à son visage, puis s'arrêter net. Julien entra comme quelqu'un qui sait déjà qu'il sera remarqué. Élégant, bien peigné, un peu trop assuré, il salua la compagnie avec cette aisance qui faisait autrefois croire à la bonté. Ses yeux trouvèrent dans les siens sans hésitation. Le sourire qu'il leur adressa fut si familier qu'Isobel eut la sensation odieuse d'être remise brusquement au centre d'un passé qu'elle croyait enterré. Madame Latham s'exclama « Ah, monsieur Ashcroft, vous voilà enfin !» « Nous allions croire que vous aviez renoncé à cette campagne. »« Jamais, madame, » répondit-il. « Il y a des lieux où l'on est toujours assuré d'une réception agréable. » Ses yeux ne quittèrent pas Isobel quand il le dit. Sir Alastair se redressa, surpris. Harbury posa son couteau avec une précision presque silencieuse. Julian s'inclina d'abord vers les dames, puis vers les hommes. Et lorsqu'il vint jusqu'à la place d'Isobel, il s'arrêta juste assez longtemps pour troubler l'étiquette. « Miss Vale, dit-il avec douceur, combien il est heureux de vous revoir en meilleure santé. » Le mot était innocent pour quiconque n'y comprenait rien. Pour elle, il fut une gifle. « Monsieur Ashcroft, répondit-elle d'une voix égale, je ne me souviens pas avoir été malade. »« Non, dit-il en souriant. Vous avez toujours eu la force de ne pas l'être en public. » Harbury leva enfin les yeux. Madame Latham regarda de l'un à l'autre avec le vif intérêt des femmes qui sentent un sujet naître sous leur fourchette. « Vous connaissez Miss Vale, monsieur Ashcroft » demanda-t-elle. Julian inclina légèrement la tête. « Nous avons eu, il y a quelque temps, un échange de lettres très instructif. » Le silence tomba si vite qu'Isobel entendit presque le froissement de la nappe. Son père pâlit. Madame Latham leva à peine les sourcils, puis les abaissa avec cette prudence cruelle des gens qui comprennent avant les autres. Harbury ne changea pas d'expression, mais sa main, posée près de son verre, se referma très lentement. « Voilà une formulation bien commode, monsieur, » dit-il. Julian tourna vers lui son sourire le plus poli. « Je suis heureux que vous la trouviez commode, mon lord. Elle évite les malentendus. » Isobel se raidit. Il faisait cela sans hausser la voix, sans une faute de ton, et pourtant, il posait sur elle un passé commun devant toute la table. Madame Latham, ravie de l'attention, demanda d'un air léger. « Des lettres ? Quelle charmante intimité pour une connaissance de campagne. »« Pas si intime, » répondit Julian, toujours avec ce calme insupportable. Mademoiselle Val aimait surtout les choses claires. N'est-ce pas si c'est pas? La question était tendre, en apparence. Elle n'en fut que plus dangereuse. Isobel posa sa serviette. « Les choses claires me plaisent, monsieur Ashcroft, lorsqu'elles sont dites à propos des choses qui vous appartiennent, pas des personnes. » Le mot frappa juste. Harbury baissa brièvement les yeux, comme s'il retenait un mouvement. Julien eut un sourire plus mince. « Je ne voudrais pas paraître oublier l'ancienne amitié qui nous a liés. »« L'amitié » répéta Isobel. « Voilà un mot fort utile quand on cherche à faire passer une promesse pour une politesse. » La cousine de Madame Latham cessa de manger. Sir Alastair ouvrit la bouche, puis se ravisa. Madame Latham regarda son assiette avec un intérêt soudain pour la sauce. Julian continua, toujours sans élever la voix. « Je n'avais pas l'intention de rouvrir un sujet délicat en société. Mais il serait dommage que des personnes bien intentionnées se méprennent sur notre relation. »« Notre relation ?» dit Harbury. C'était la première fois qu'il parlait depuis l'entrée de Julian. Sa voix, calme et basse, coupa la pièce avec plus d'effet qu'un éclat. Julian inclina à peine la tête. « Une ancienne correspondance, mon lord.
rien de plus. Arbery le regarda enfin de face. « Alors il est surprenant que vous cherchiez à la mentionner devant témoins avec autant d'empressement. » Julian soutint ce regard sans ciller. « Je préfère les malentendus résolus au silence qui s'accumule. » Isobel sentit soudain qu'il voulait la forcer à se défendre devant tout le monde, à se justifier, à rougir pour lui donner raison. Le danger n'était pas seulement l'ancienne tendresse, c'était l'audace tranquille d'un homme qui se croyait encore autorisé à parler d'elle. Madame Latham, incapable de résister plus longtemps, demanda avec une douceur venimeuse. Et Miss Vale avait-elle l'intention de répondre à ces lettres? Le père d'Isobel se redressa brusquement. « Madame, je vous prie… » Mais Isobel fut plus rapide. « J'ai déjà répondu, dit-elle, au moment où il a fallu cesser de croire aux belles manières, sans honnêteté. » La table entière demeura immobile. Julien la fixa, surpris de la trouver moins docile que dans son souvenir. Il parut enfin comprendre que la douceur de naguère ne lui appartenait plus. Arbery se leva à demi pour prendre le plat que le domestique apportait, un geste anodin qui coupa court à la scène. Il servit lui-même Isobel, comme si tout ce qui venait d'être dit n'avait pas plus d'importance qu'un morceau de faisan trop sec. Ce simple acte la troubla presque davantage que sa défense verbale. Il la traitait comme quelqu'un dont la place à table ne pouvait plus être discutée. Le déjeuner reprit, mais sans chaleur. Julien parla moins. Madame Latham observa davantage. Sœur Alastair paraissait regretter d'avoir accepté cette visite. Et Isobel, elle, sentit le piège se resserrer autrement. Non plus seulement par les souvenirs de Julien, mais par l'intérêt visible que sa présence éveillait autour d'elle. Lorsque le service du dessert approcha, Julien inclina enfin la tête vers Isobel, assez bas pour que seuls ceux qui se trouvaient près de lui puissent l'entendre. « Vous ne pourrez pas m'éviter longtemps. » Arbery, qui l'avait entendu ou deviné, posa son verre. « En cela, monsieur Ashcroft, vous vous trompez. Mademoiselle Val n'aura pas à vous éviter. Elle aura seulement à me dire si elle souhaite vous voir partir. » Le mot tomba avec une netteté presque intime. Isobel tourna la tête vers lui. Il ne la regardait pas avec triomphe, ni même avec défi. Seulement avec cette attention ferme qui lui rendait soudain la liberté, non en théorie, mais dans le milieu même de la table, devant le père, la voisine, et l'homme qui croyait encore l'emporter par l'habitude. Julian comprit lui aussi. Le sourire qu'il offrit alors fut plus froid. « Je vois, dit-il, que vous tenez à être placé entre elle et le monde. »« Je tiens surtout, répondit Arbery, à ce que le monde apprenne à garder ses distances. » Quand le déjeuner prit fin, Julien n'avait rien perdu de son élégance, mais il avait cessé d'être une présence légère. Il était devenu un danger visible. Et pendant que les domestiques se retiraient, et que Madame Latham s'empressait de reprendre son calme, Isobel sut avec une netteté nouvelle qu'il ne suffisait plus de brûler des lettres. Il fallait désormais répondre à l'homme qui les avait écrites, et le faire sous le regard d'un marquis qui venait de se placer, pour de bon, à ses côtés. Le ciel s'était fermé d'un seul coup, comme si l'après-midi eût offensé le monde. Quand le premier éclair déchira la campagne, Isobel était encore dans la voiture avec le marquis de Harbury, sa tante, Lady Harbury, et deux domestiques tassés sur le siège de derrière. On avait quitté la maison de campagne des Latham à une heure encore douce. À présent, la pluie battait les vitres avec une violence telle qu'on distinguait à peine les haies du chemin. Le cocher arrêta brusquement les chevaux. Un instant plus tard, la voiture pencha légèrement sur le côté, puis s'immobilisa dans un bruit de roues heurtant la boue. « Qu'y a-t-il » demanda Lady Harbury, sans hausser la voix. Le cocher ouvrit la portière sous la pluie. « La roue avant droite a touché une pierre, milady. Nous ne passerons pas le gué avant que l'averse se calme. Si monsieur le marquis le souhaite, le vieux pavillon de chasse n'est qu'à quelques pas. » Harbury se pencha pour regarder dehors. La pluie cinglait son chapeau, mais il n'y prêta pas attention. « Peut-on y attendre convenablement ?»« Oui, monsieur. Il y a du feu, une pièce sèche et la femme du gardien. » Lady Harbury soupira. « Alors, il faut y aller, Adrien. Je n'ai nul désir de passer la nuit dans une voiture de voyage, au milieu d'un champ noyé. » Le marquis se tourna vers Isobel. Dans l'espace étroit de la voiture,
Leurs regards se rencontrèrent avec une netteté singulière. « Voulez-vous descendre, mademoiselle Val ?» Ses gants étaient déjà trempés, l'ourlet de sa robe éclaboussé. Rester assise eût été plus sûr, mais aussi plus humiliant. Descendre avec lui sous cette pluie, c'était autre chose encore. « Oui, » dit-elle. Il descendit d'abord, puis lui tendit la main. Le geste n'avait rien de théâtral. Il était seulement ferme, stable. Isobel la prit avant d'avoir le temps d'hésiter. Sa paume était chaude malgré l'averse. Le pavillon se dressait au bout d'une allée de hêtres. Une bâtisse basse de briques sombres qu'on aurait cru abandonnée sans la mince fumée grise montant de la cheminée. Madame Bell, la femme du gardien, les accueillit sur le seuil avec la surprise respectueuse de celles qui savent reconnaître un noble sans perdre leur simplicité. « Entrez donc, monsieur le marquis. Et madame? Et mademoiselle? Quel temps de chien, vraiment !» La pièce unique était propre, avec un feu vif dans la cheminée, un grand plat de cuivre sur la tablette et 2 chaises de paille près d'une table où séchait du linge. L'odeur du bois brûlé et de la soupe aux légumes avait quelque chose de rassurant. Lady Harbury s'assit la première, ravie d'avoir quitté la voiture. Harbury retira son manteau, le posa sur un dossier, puis se tourna vers Mrs. Bell. « Auriez-vous du thé ? Du thé, du pain et un peu de confiture, monsieur. Pas de quoi faire un salon, mais assez pour des gens trempés jusqu'aux os. » Lady Harbury eut un bref rire. « C'est précisément ce que nous sommes. » Isobel se dirigea vers la cheminée pour sécher ses mains. Harbury s'y plaça à distance respectueuse, de sorte que la chaleur atteignit son dos sans l'étouffer. « Vous tremblez, » dit-il à voix basse. « Je n'ai rien. Vous avez froid. » Il n'était pas de ceux qui insistent par plaisir. Peut-être fût-ce pour cela qu'elle accepta sans commentaire le châle qu'il lui tendait. Le tissu sentait la pluie, l'herbe, et faiblement le tabac blond et le cuir. « Vous gardez toujours des secours à portée de main ?» demanda-t-elle. « Quand je voyage, oui. Ou quand vous vous attendez à devoir sauver quelqu'un. » Il la regarda avec un sérieux presque amusé. « Je ne crois pas vous sauver. Je vous prête seulement un peu de chaleur. » Mrs. Bell revint avec le plateau du thé. La vapeur monta entre eux. Lady Harbury, déjà réchauffée, demanda si les chevaux seraient changés avant la nuit. Mrs. Bell répondit avec cette précision des gens qui connaissent leur domaine mieux que les maîtres. Bientôt, la vieille dame fut entraînée dans une conversation sur le gué et les dégâts de la dernière gelée. Isobel resta près de la cheminée avec Harbury, à une distance qui n'était ni trop grande ni trop intime. Le tonnerre roula au dehors et fit vaciller la flamme. Il est encore plus difficile de parler franchement quand le ciel se montre si théâtral, dit-elle. Vous me soupçonnez de manquer de courage. Je vous soupçonne de le réserver aux actes. Un coin de sa bouche tressaillit. C'est peut-être un défaut plus utile que le vôtre, qui est de tout affronter seul. Elle baissa les yeux sur sa tasse. Vous me reprochez ma solitude? Non, je la reconnais. Cette réponse la troubla davantage qu'un reproche. Elle leva vers lui un regard où restait encore la réserve des jours passés. « Pourquoi êtes-vous venu avec nous aujourd'hui ?» dit-elle enfin. Il aurait suffi de nous faire accompagner par un voisin. Le marquis demeura un moment silencieux, les yeux fixés sur le feu. Parce qu'hier, chez les Latham, j'ai compris qu'un homme comme Julian Ashcroft cherche toujours une ouverture. J'ai pensé qu'il pourrait la trouver si vous étiez trop longtemps exposé à des regards hostiles. Vous craignez pour moi, donc. Oui. Le mot fut simple, sans après. Elle serra la tasse plus fort. Vous ne devriez pas dire cela si facilement. Pourquoi? Parce que cela donne à une femme des idées qu'elle n'a pas le droit de garder. Le silence qui suivit fut si profond qu'on entendit Mrs. Bell remuer les braises dans l'âtre voisin. Harbury ne détourna pas les yeux. Et quelles idées? Est-ce donc? Isobel sentit sa gorge se serrer. Il y avait dans sa voix moins de triomphe que d'attente. Il lui laissait le choix de reculer, et c'était peut-être cela qui la troublait le plus. « Que vous pourriez finir par vous faire du tort pour moi, » dit-elle enfin. Il posa sa tasse. « J'aurais cru, mademoiselle Val, que le tort était déjà fait dès le moment où j'ai décidé de ne plus vous laisser seule avec vos cendres. » Elle eut un souffle court. « Vous parlez comme si vous aviez pris une résolution. J'en ai pris plusieurs.
La pluie frappait le toit de tôle du pavillon, avec une force assourdissante. Lady Arbury s'éclaircit la gorge dans l'autre coin de la pièce, puis déclara avec une malice sèche. « J'espère que vos résolutions sont assez honorables pour être prononcées plus tard que ce soir. » Le rouge monta aux joues d'Isobel. Arbury, lui, demeura maître de lui, mais l'angle de ses épaules s'était adouci. « Ma tante a raison, dit-il. Le moment n'est pas encore venu. » Il se retourna vers la fenêtre, où la pluie traçait des lignes blanches sur le verre noirci. « En revanche, le moment est venu d'éviter les faux pas. Je vais faire prévenir votre père que la route est impraticable. Vous ne rentrerez pas ce soir. » Elle resta immobile. « Pas ce soir ? » ?»« Non. Vous serez reconduite demain, quand le guet sera sûr. » La vérité de cette phrase lui fit l'effet d'une porte qu'on referme avec douceur, mais sans appel. Elle allait passer la nuit sous le toit de ses terres, avec sa tante, à quelques pas du feu qu'il lui avait offert comme un refuge et non une faiblesse. Il avait choisi pour eux cette prudence-là. Vous ne serez jamais compromise ici. Ce n'était pas seulement une promesse de bienséance, c'en était une d'homme à femme. Isobel le comprit et, pour la première fois depuis longtemps, ne chercha pas à se défendre contre ce qu'elle ressentait. Elle inclina la tête. « Très bien, monsieur le marquis. » Le regard qu'il posa sur elle changea à peine, et pourtant, tout y devint plus proche, plus grave. La pluie continuait de tomber, mais la nuit venait d'enfermer Isobel dans une confiance qu'elle n'avait pas encore apprise à nommer. La salle de bal de Lady Arbury n'avait rien d'écrasant, et c'était précisément ce qui la rendait dangereuse. Elle avait la clarté élégante des maisons où l'on veut paraître à l'aise, avec ses murs couleur crème, ses girandoles allumées, ses bouquets de roses pâles, et cette musique de cordes qui faisait oublier, l'espace d'une valse, combien les gens observent. Les fenêtres ouvertes sur le jardin laissaient entrer un peu d'air tiède et l'odeur du tilleul. Isobel, vêtue d'une robe d'un bleu très doux que Mrs. Shaw avait fait reprendre la veille, sentait malgré elle la tension courir sous le satin. La soirée n'était annoncée que comme une réunion discrète, presque familiale, mais chacun savait que dans les campagnes, une réunion discrète devenait vite une affaire de réputation. Lady Arbury l'avait accueillie avec une bonté mesurée, en lui prenant la main comme si la jeune fille lui appartenait déjà un peu. Depuis, Isobel n'avait cessé de croiser des regards, des inclinaisons de tête, des sourires soigneusement polis. Le marquis de Harbury n'avait pas quitté sa proximité plus d'un instant. Il ne faisait rien qui pût scandaliser, et pourtant sa simple présence à ses côtés avait la force d'une déclaration incomplète. « Vous n'êtes pas tenu de danser », lui avait-il dit à son arrivée. « Et si je le souhaitais, alors je me réjouirais de voir quel homme vous auriez choisi. » Le ton était si calme qu'elle n'avait pas su si cela la flattait ou la défiait. La musique s'arrêta un instant. Des chaises raclèrent le parquet. Un nouveau quadrille se formait, et les dames se mettaient en place avec cette concentration souriante qu'ont les gens bien élevés lorsqu'ils savent qu'ils s'exposent. Isobel venait à peine de prendre place près d'une fenêtre, avec Lady Arbury, que Julian Ashcroft fut annoncé. Le mot suffit à la faire se raidir. Il entra comme s'il avait été invité depuis toujours, vêtu d'un habit sombre qui lui donnait une grâce presque trop parfaite. Il embrassa du regard la pièce, salua Lady Arbury, avec cette politesse qui ne coûte rien à ceux qui veulent être aimés, puis laissa ses yeux revenir à Isobel. Elle sentit immédiatement le danger. Il ne pouvait pas ignorer la manière dont elle était placée là, au cœur de cette maison, entre la tante du marquis et le marquis lui-même. Julien s'approcha, son sourire adouci d'une intention qui ne trompait plus personne. « Miss Vale, dit-il, quelle agréable surprise. »« Je ne puis dire la même chose, répondit-elle, avant même d'y penser. » À côté d'elle, Lady Arbury inclina légèrement la tête, intéressée. Julian ne se troubla pas. « Vous me cinglez avec beaucoup de franchise, pour une dame aussi aimable. J'essaie, monsieur Ashcroft, de ne pas faire semblant d'ignorer ce que j'ai déjà compris. » Le sourire de Julien se resserra. « Alors, vous avez compris que certaines personnes regrettent de n'avoir pas su se montrer plus constantes. » Le silence autour d'eux se fit presque imperceptible, mais réel. Deux jeunes dames,
À quelques pas, cessait déjà de parler. Arbery, qui se tenait à un peu plus loin avec un groupe de cavaliers, se retourna au premier changement de ton. Il s'approcha avant qu'Isobel n'ait besoin de répondre. « Monsieur Ashcroft, dit-il, je vous serais obligé de ne pas troubler mademoiselle Val pendant cette soirée. » Julian leva un sourcil. « Je croyais, au contraire, lui rendre un service en parlant avec clarté. La clarté n'implique pas l'insistance, et la protection, mon lord, n'implique pas la possession. » La phrase tomba avec une adresse presque insolente. Isobel sentit le sang lui monter au visage. Arbery demeura parfaitement immobile, mais son regard devint plus dur. « Vous vous trompez sur un point, dit-il. Je ne possède rien qui doive être défendu par des paroles. Je me contente de ne pas laisser une dame être malmenée à l'abri des convenances. » Julien jeta un rapide coup d'œil autour d'eux. La moitié des personnes à portée d'oreille s'intéressaient déjà trop à la conversation. « Alors c'est bien ce que je craignais, » répondit-il. « Vous vous êtes placé entre elles et toute explication. » Isobel se tourna vers lui, plus pâle et à présent. « Monsieur Ashcroft, si vous avez quelque chose à dire, dites-le sans vous abriter derrière moi. » Il la regarda enfin vraiment. Pour la première fois depuis son retour, elle y vit moins de charme que d'agacement. Il n'avait pas prévu qu'elle opposerait une frontière à son ancienne familiarité. « Très bien, dit-il. Puisque vous m'y poussez, j'aurai la franchise de dire que je suis surpris de vous voir si vite engagé ailleurs. » Le mot fit tourner plusieurs têtes. Arbery répondit d'une voix basse, presque tranquille. « Engage? Non. Mais je suis touché que vous le supposiez déjà. » Julien eut un léger rire. « N'allez-vous pas la mener à la danse, alors? Ou la gardez-vous seulement à l'abri des regards ?» Un murmure courut. Isobel comprit l'instant d'après ce qu'il cherchait. L'obliger à choisir en public, à refuser quelqu'un, à rougir devant tous. La musique recommençait au fond de la salle. Les couples se formaient. On attendait. Arbery tendit alors le bras à Isobel. Ce geste, si simple, eut sur la pièce entière l'effet d'un coup de sonnette. Les conversations voisines s'arrêtèrent un à un. « Mademoiselle Val, dit-il, me feriez-vous l'honneur de cette danse ?» Elle le fixa une seconde de plus que la bienséance ne l'autorisait. Il ne souriait pas. Il ne cherchait pas à l'enlever à la scène, comme un homme condescendant sauve une dame embarrassée. Il lui offrait un choix visible. Isobel posa sa main sur son bras. « Avec plaisir, monsieur le marquis. » Julian resta immobile. Arbery la conduisit aussitôt vers le quadrille, sans hâter le pas, mais sans un regard de plus pour le visiteur. Lorsqu'ils prirent place, la musique les enveloppa. Autour d'eux, les autres danseurs hésitaient encore à détourner les yeux. Lady Arbery, du fond du salon, observait la scène avec une satisfaction discrète que seul un parent expérimenté pouvait montrer sans cruauté. Isobel se retrouva face au marquis au premier changement de figure. Il tenait son temps avec une exactitude parfaite. Sa main, à peine posée sur la sienne au passage, avait cette retenue qui rendait chaque contact plus net. « Vous n'étiez pas obligé, » murmura-t-elle. « Si. Vous allez le fâcher. Il l'est déjà. » Elle voulut sourire, mais son trouble l'en empêcha. Au second tour de danse, alors qu'il passait devant le groupe des spectateurs, Arbery inclina légèrement la tête vers elle. « Je préfère être vue avec vous que de vous laisser seule face à lui. » Elle sentit, plus qu'elle ne l'entendit, le sens de cette phrase. Il ne disait pas seulement qu'il la protégeait. Il déclarait qu'il acceptait d'être jugé à son côté. Quand la danse prit fin, la salle garda ce silence très bref qui précède les commentaires. Puis les conversations reprirent, mais autrement. Isobel comprit qu'on les avait vus, qu'on les verrait désormais ensemble, comme on regarde deux personnes dont le lien n'est plus tout à fait imaginaire. Au moment où il regagnait le bord de la salle, Julien s'était déjà rapproché. Il semblait trop maître de lui pour avoir été réellement atteint, mais sa voix, lorsqu'il parla, avait perdu sa douceur. « Vous faites très bien les choses, mon lord, fort bien. Je me demande seulement si la dame vous a réellement choisi ou si vous vous êtes choisi vous-même. » Arbery posa une main légère au dos de la chaise qu'Isobel venait de quitter.
Ce soir, monsieur Ashcroft, cela ne vous regarde plus. La phrase fut dite sans éclat. C'est précisément ce qui la rendit irrémédiable. Isobel leva les yeux vers lui. Elle comprit alors que la soirée avait changé de nature. Ils n'étaient plus simplement des connaissances, liées par une attention prudente. Devant toute la salle, Harbury venait de la prendre à son côté d'une manière qu'on ne pouvait plus réduire à la politesse. Et Julien, pour la première fois, s'en était aperçu aussi. La maison dormait presque tout entière, lorsque Isobel descendit l'escalier latéral, avec une lampe à la main. Les tapis étouffaient en ses pas. Au bout du couloir, la porte-fenêtre du petit salon donnait sur la terrasse noire, et l'on distinguait à peine, derrière les vitres, la masse plus sombre encore du jardin endormi. Harbury l'attendait déjà. Il se tenait près de la fenêtre ouverte, sans chapeau, le col de son habit un peu défait, comme s'il avait renoncé pour quelques minutes à demeurer parfaitement maître de lui. La faible lumière de la lampe allongeait son ombre sur le parquet. Isobel s'arrêta sur le seuil. « Vous avez demandé à me parler ?» « Oui. » Sa voix était basse, mais il n'y avait aucune hésitation en elle. Elle referma la porte derrière elle. Le silence devint immédiatement plus dense, plus intime. On entendait au loin le tic-tac d'une horloge et, très faiblement, le vent dans les arbres. « Après la soirée, dit-elle, je pensais que vous préféreriez ne pas me voir seul. »« J'aurais préféré parler plus tôt, » répondit-il. Mais il y avait trop de monde et trop de choses dites à demi. Elle croisa les mains sur la lampe pour calmer le tremblement de ses doigts. « Alors dites ce que vous avez à dire. » Il la regarda un instant sans parler, comme s'il cherchait la manière la moins brutale d'ouvrir ce qui, depuis des semaines, restait fermé entre eux. « J'ai reçu une lettre de Julian Ashcroft cet après-midi. » Elle sentit son cœur s'arrêter une seconde, puis repartir plus vite. « Il vous a écrit ?»« Oui. Il a pris soin de me faire comprendre qu'il entendait poursuivre ses visites et qu'il ne se considérait pas sans droit. » Isobel blêmit. « Je m'en doutais. » Il a aussi prétendu, continua Harbury, avec une rigidité contenue, que votre silence à son égard était la conséquence d'un malentendu passager. Elle eut un rire bref, sec. Un malentendu. Il appelle ainsi les choses quand il veut les faire paraître plus propres qu'elles ne sont. Harbury baissa les yeux une seconde, puis les releva vers elle. « Alors dites-moi la vérité, Isobel. » Le prénom prononcé ainsi, sans titre, sans barrière, fit naître en elle quelque chose de chaud et de terriblement vulnérable. Elle resta immobile. Puis, très lentement, elle posa la lampe sur une petite table près du canapé. La flamme vacilla, puis se stabilisa. « La vérité, dit-elle, c'est que j'ai cru pendant un moment qu'il me demanderait en mariage. » Harbury ne bougea pas, mais son visage se referma d'une façon à peine visible. Il parlait bien. Il savait parler comme un homme honorable. Il écrivait de belles lettres, des lettres qui faisaient croire à une fidélité qu'il n'avait pas encore mise à l'épreuve. Je n'étais pas assez sage pour voir tout de suite la différence entre des paroles et des intentions. Sa voix faiblit sur la dernière phrase, ce qui l'irrita assez pour la rendre plus ferme. Quand il a compris qu'il pourrait tirer avantage d'une situation plus favorable ailleurs, il a commencé à m'écrire moins souvent, puis à me répondre plus froidement, puis à me laisser dans ce ridicule état d'attente que les hommes appellent parfois délicatesse. Harbury ferma les mains derrière son dos. Et les lettres. Elle inspira profondément. Je les gardais encore, parce qu'elles étaient la preuve que je n'avais pas rêvé toute seule. C'était humiliant de l'admettre, mais j'avais besoin de cette preuve. Ensuite, j'ai appris qu'il se vantait, à demi-mot, auprès de gens de sa connaissance, d'avoir inspiré de l'attachement sans avoir rien promis de sérieux. Il parlait de moi comme d'une petite faiblesse plaisante. Le silence qui suivit fut si lourd qu'elle crut un instant ne pas pouvoir poursuivre. Alors j'ai brûlé les lettres, pas pour le punir, pour qu'il ne puisse pas s'en servir, pour que personne ne puisse s'en servir contre ma famille si cela se savait. Je n'ai pas voulu que mon père soit compromis, ni que ma réputation soit traînée dans une conversation de salon. J'ai voulu fermer la porte avant qu'on la force. Lorsqu'elle eut fini, sa respiration était courte.
Elle s'attendait à de la pitié, à de la froideur peut-être, ou à cette réserve qui est parfois la forme la plus élégante du jugement. Au lieu de cela, Arbery fit un pas vers elle. « C'est pour cela que vous les avez brûlés. » Elle hocha la tête. « Oui. Et vous croyez que personne ne verrait. Je croyais qu'on ne me verrait pas assez pour comprendre. » Il resta quelques secondes silencieux, puis, avec un soin presque douloureux, il dit « J'ai compris bien plus que vous ne le pensez. » Elle leva les yeux vers lui, inquiète malgré elle. « Qu'avez-vous compris? Que vous n'étiez pas indifférente, que vous n'essayiez pas d'être dure, que vous faisiez ce que les femmes courageuses font souvent, vous dissimuler pour protéger les autres et vous taire pour ne pas demander de secours. » Le souffle d'Isobel se suspendit. « C'était donc cela que vous lisiez dans les cendres? » « Oui, et autre chose. » Il s'arrêta comme si l'aveu suivant lui coûtait réellement. « J'ai compris que je vous regardais déjà autrement ce jour-là. » Elle eut un mouvement involontaire, presque imperceptible. Autrement, avec moins de prudence et plus de vérité. La lampe projetait sur le mur leurs deux ombres séparées, très proches pourtant. Isobel sentit la chaleur lui monter aux joues, non de honte cette fois, mais d'une émotion plus dangereuse. « Vous auriez pu me laisser à mes cendres, » dit-elle plus bas. « J'aurais pu, oui. » Il s'approcha encore d'un pas, puis s'arrêta, comme s'il lui laissait la distance nécessaire pour ne pas la forcer. « Je ne l'ai pas voulu. » Elle le regarda longuement, dans ses traits sévères, dans la retenue de ses mains, dans l'immobilité même de sa taille droite. Elle reconnut quelque chose qui ressemblait moins à une déclaration qu'à une décision déjà prise et enfin assumée. « Vous me faites peur quand vous parlez ainsi, » dit-elle doucement, « parce que je suis trop claire, parce que vous êtes trop sincère. » Un léger sourire passa sur son visage, presque triste. « Alors vous comprenez enfin mon handicap. » Elle eut malgré elle un souffle qui n'était pas tout à fait un rire. Puis, elle redevint sérieuse. « Ce que vous avez vu dans l'orangerie a tout changé. Tout le monde me regarde autrement depuis. Mon père parle déjà de convenance. » Lady Harbury a pris sur elle de me présenter comme si j'étais presque de la famille. Et Julian, il n'abandonnera pas facilement. Je le sais. Alors pourquoi continuer? Il la regarda sans détour. Parce que je ne veux plus être l'homme qui vous observe seulement en silence. Parce que vous avez été seul trop longtemps devant ce que d'autres appelaient vos affaires de cœur. Et parce que si je vous demande maintenant de me faire confiance, je ne veux pas que vous croyiez que c'est un caprice né d'une soirée ou d'une danse. Le mot « danse », dans cette pièce tranquille, sembla plus intime qu'il n'aurait dû. Isobel baissa les yeux vers ses propres mains. « Que me demandez-vous exactement ?» Arbery respira une fois, profondément. « De ne pas quitter ma protection quand la maison parlera demain, de ne pas me chasser quand je m'approcherai trop, et de me laisser vous défendre sans penser que c'est une offense. » Elle releva lentement la tête. « Vous appelez cela une demande ? » ?»« Non. » Sa voix s'adoucit à peine, mais cette douceur était plus dangereuse que toutes les phrases bien tournées. « J'appelle cela le début d'une honnêteté. » Isobel sentit alors qu'elle avait dépassé le point où le retour en arrière lui serait facile. Elle ne se sentit pas prisonnière. Au contraire, pour la première fois, il lui semblait qu'on lui offrait une place qui ne l'humiliait pas. Elle tendit la main, très légèrement, jusqu'à frôler la manche de son habit. « Alors restez, » dit-elle, « pas comme un témoin, comme quelqu'un qui sait ce qu'il a vu. » Sa main à elle ne resta pas longtemps sur son bras, mais quand elle se retira, Arbery abaissa les yeux sur l'endroit du contact, comme un homme à qui on vient de confier quelque chose de précieux. « Je resterai, » dit-il. Et cette fois, il n'y avait dans sa voix ni réserve, ni calcul, ni consolation. Seulement la promesse nette d'un homme qui venait enfin de décider de ne plus se cacher derrière sa prudence. Le matin était d'une clarté douce, presque tendre, comme s'il voulait effacer les fatigues des jours précédents, sans en nier l'existence. On avait dressé le petit déjeuner dans la véranda ouverte sur le jardin, où les rosiers grimpaient déjà le long du treillage, et où l'air portait cette odeur de terre humide et de feuilles chauffées trop vite par le soleil. Isobel était descendue plus tôt que de coutume.
Elle avait mis une robe couleur ivoire que Mrs. Shaw trouvait favorable au visage pâle et aux décisions difficiles. Son père, qui n'avait pas beaucoup dormi, coupait son pain avec une application absurde. Lady Harbury, arrivée la veille au soir, tenait sa tasse avec ce naturel souverain qui faisait taire les gêneurs, sans élever la voix. Madame Shaw allait et venait avec le service, tout en jetant de temps à autre vers sa jeune maîtresse un regard si attentif qu'il ressemblait presque à une bénédiction. Le marquis de Harbury n'avait pas quitté la maison depuis la veille. Isobel le savait, parce qu'il avait demandé à parler à son père avant le déjeuner, puis encore à se promener seul dans l'allée du Tilleul, comme si la nuit n'avait pas suffi à le convaincre de ce qu'il fallait faire. Lorsqu'il entra dans la véranda, il portait un habit sombre d'une élégance simple, et dans sa main gauche brillait, à peine visible, une petite boîte de cuir. Sir Alastair leva les yeux. « Vous avez un air de capitaine qui va annoncer une bataille, monsieur le marquis. »« J'annonce seulement une visite, » répondit Harbury. Isobel sentit son cœur battre plus vite. Il se plaça près de la table, non pas face à elle, mais un peu de biais, de façon à ne pas l'enfermer dans son regard. C'était une attention si délicate qu'elle en fut plus émue encore. Lady Harbury, qui ne perdait jamais un détail, observa la boîte de cuir. « Voilà donc ce que vous gardiez dans votre poche depuis hier, dit-elle, avec un petit sourire. Le marquis lui adressa une inclinaison de tête. « Oui, tante. » Isobel baissa les yeux sur sa tasse. Elle comprit alors, sans qu'on le lui dise, que quelque chose était sur le point de se décider. Elle n'eut pas le temps de rassembler ses pensées. Le majordome annonça, depuis l'ouverture de la véranda, « Monsieur Julian Ashcroft ». Le silence se fit d'un coup. Julian entra comme quelqu'un qui s'attend à trouver une pièce déjà disposée pour lui. Il portait des gants gris, son habit de ville était irréprochable, et son visage avait cette légère assurance des hommes, qui ont longtemps cru que le monde leur donnait toujours une seconde chance. Il s'arrêta net en voyant la petite assemblée. Son regard passa de Sir Alastair à Lady Harbury, puis revint à Isobel, et cette fois son sourire ne retrouva pas tout à fait sa facilité. « J'ai peut-être choisi une heure importune, » dit-il. « Oui, » répondit Harbury avec calme. Julien le fixa. « Je souhaitais parler à mademoiselle Val en privé. Elle ne vous y recevra pas. » Le ton était si posé que la phrase parut plus décisive que s'il avait haussé la voix. Julien esquissa un sourire mince. Voilà qui est bien formel pour une simple affaire d'anciens égards. Isobel se leva à demi, appuyée à sa chaise, le cœur ferme tout à coup d'une manière qu'elle ne connaissait pas encore. « Ce n'est pas une affaire d'égards, monsieur Ashcroft. » Il la regarda, surpris qu'elle prenne la parole si nettement devant tous. « Non ?» demanda-t-il. « Alors, qu'est-ce donc ?» Elle ne baissa pas les yeux. « C'est une affaire terminée. » Un léger mouvement passa sur le visage de Sir Alastair, comme si cette réponse lui rendait enfin l'usage de sa fille. Mrs. Shaw détourna la tête, émue malgré elle. Lady Harbury posa sa tasse avec un soin très lent. Julian s'avança d'un pas. « Vous ne pouvez pas dire cela après tout ce que nous avons partagé. »« Nous n'avons partagé que des phrases, » répondit-elle, « et je vous les rends sans intérêt. » Il pâlit à peine, juste assez pour que son irritation devienne visible. « Vous oubliez que j'ai écrit, que j'ai attendu, que j'ai voulu... » « Vous avez voulu être cru, » dit Isobel. « Ce n'est pas la même chose que d'avoir agi. » Un silence plus net encore tomba sur la véranda. Julian tourna alors vers Harbury un regard plus dur. « Mon lord, vous vous êtes plaisamment placé entre nous, mais une femme n'a pas besoin d'être gardée comme un héritage. » Harbury ne broncha pas. « Non, elle a besoin d'être respectée comme une personne. » Julian ouvrit la bouche, prêt à répondre, mais le marquis le coupa d'une voix basse et nette. « Vous avez longtemps compté sur le silence de mademoiselle Val. Il vous a servi, il ne vous servira plus. Je vous conseille de quitter cette maison avant que votre insistance ne devienne une humiliation supplémentaire. » Julien le regarda comme on regarde une porte fermée, au moment où l'on croyait encore la franchir. « Est-ce donc ainsi que cela finit ?» demanda-t-il à Isobel.
Elle eut la surprise de ne ressentir ni tremblement ni regret, seulement une clarté entière. Oui, répondit-elle. Il chercha encore son visage, comme s'il espérait y retrouver l'ancienne hésitation. Il n'y trouva qu'une douceur ferme, irrévocable. Alors, il inclina la tête très légèrement, sans grâce véritable, et recula d'un pas. Je vois. Personne ne le retint lorsqu'il se détourna. Il traversa la véranda avec la rectitude d'un homme qui veut sauver ce qui lui reste d'orgueil, puis disparut dans l'allée du jardin. Le bruit de ses pas s'éteignit dans le gravier. Le silence demeura un instant, presque sacré. Isobel sentit alors ses mains trembler enfin, non de peur, mais d'un soulagement trop grand pour être contenu. Elle rassembla ses doigts, les posa contre le bord de la table. Arbery s'avança d'un pas. La petite boîte de cuir était toujours dans sa main. « Miss Vale, dit-il, j'ai attendu trop longtemps pour me permettre davantage de prudence. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur reposait une bague d'or simple, sertie d'un saphir sobre, plus bleu que les ciels de campagne après l'orage. Isobel resta muette. « Je ne vous propose ni une sécurité commode, ni une convenance de plus, reprit-il. Je vous demande de devenir ma femme parce que je vous estime, parce que je vous aime, et parce que je ne souhaite plus vivre dans un monde où vous porteriez seul le poids de ce que des hommes ont mal compris ou mal voulu. » Lady Harbury ferma les yeux un instant, comme si elle ne voulait pas interrompre la scène. Sir Alastair avait posé son couteau. Mrs. Shaw avait cessé tout mouvement. Le marquis poursuivit, sans détacher son regard du sien. « Si vous acceptez, je le ferai savoir à qui il faudra, sans détour, sans réserve, et sans vous demander d'effacer ce que vous avez été avant moi. » Isobel sentit les larmes lui venir, non parce qu'elle se croyait faible, mais parce qu'elle se savait enfin vue sans être diminuée. Elle pensa aux lettres brûlées, à la honte de l'orangerie, au nom de Julien prononcé devant tant de témoins, à toutes les fois où elle avait voulu rester seule, pour ne rien devoir à personne. Puis elle leva le menton. « Oui, dit-elle. Il n'y eut ni hésitation, ni recul. Oui, répéta-t-il comme s'il lui fallait l'entendre pour y croire. Oui, monsieur le marquis. Oui, Adrien. » Cette fois, quelque chose dans son visage se brisa et s'ouvrit tout à la fois. Il prit sa main, passa l'anneau à son doigt, avec une exactitude presque grave, puis porta sa main à ses lèvres sans la cacher, sans se hâter, devant son père, devant sa tante, devant Mrs. Shaw, qui avait déjà les yeux humides. Sir Alastair se leva enfin. « Alors, dit-il d'une voix épaisse, je vous donne ma fille avec plaisir, mon lord. » Mrs. Shaw essuya discrètement le bord de son tablier. « Il était temps, murmura-t-elle. » Lady Harbury se pencha vers Isobel et l'embrassa sur la joue avec une tendresse franche. « Ma chère, vous avez brûlé les mauvaises lettres. Vous garderez maintenant la bonne promesse. » Harbury serra un peu plus fort la main de sa fiancée. Dans le jardin, au-delà de la véranda, le vent remuait les roses, et la matinée, qui avait commencé sous le signe des cendres, s'ouvrait enfin sur quelque chose de clair, de décidé et de vivant.